Chapitre 9. Sur le palier supérieur du large perron où on l'avait transporté dans son fauteuil, entouré de valets, de servantes et de l'innombrable valetaille obséquieuse de l'hôtel, en présence du maître d'hôtel lui-même, venu à la rencontre de cette visiteuse de marque qui débarquait de façon si bruyante avec ses gens et une multitude de valises et de coffres, trônait la grand-mère. Oui, c'était bien elle, la terrible et riche Antonida Vassilevna Tarasevitch, âgée de 75 ans, propriétaire et grande dame de Moscou, la Baboulinka, objet de ses allées et venues de télégrammes, mourante et toujours vivante, et qui, brusquement, surgissait parmi nous, en personne sans crier gare. Privée de l'usage de ses jambes, elle était portée dans un fauteuil, comme toujours depuis 5 ans, mais elle était, selon son habitude, alerte, agressive, satisfaite d'elle-même, se tenait droite, parlait haut et criait d'un ton de commandement, gourmandait tout le monde, bref, en tout point, tel que j'avais eu 2 fois l'honneur de la voir à l'époque où j'étais entré comme précepteur dans la maison du général. Il était naturel que je restasse devant elle, pétrifié de surprise. Elle m'avait aperçu à 100 pas avec ses yeux de lynx pendant qu'on la montait dans son fauteuil, reconnue et appelée par mon prénom et mon patronyme, qui lui était resté une fois pour toutes, comme d'habitude, et c'est une pareille femme qu'il s'attendait à voir dans la tombe et dont ils escomptaient l'héritage, me passa-t-il par l'esprit. Mais c'est elle qui nous enterrera tous, y compris tous les gens de l'hôtel. Seigneur, que va-t-il advenir des autres? Que va faire maintenant le général? Elle va mettre toute la maison sans dessus-dessous. Eh bien, mon cher, qu'as-tu à rester planté là, en écarquillant les yeux, continuait-elle à crier après moi. Tu ne sais pas saluer, dire bonjour, non? Tu es trop fier pour cela, peut-être. Ou tu ne me reconnais pas. Tu entends, Potapitch? Dit-elle en se tournant vers un petit vieillard à cheveux blancs, en habit de cravate blanche à calvitie rose, son majordome qui l'accompagnait en voyage. Tu entends? Il ne nous reconnaît pas. Il m'avait déjà enterré. Ils envoyaient télégramme sur télégramme. Est-elle morte? Est-elle pas morte? Car je sais tout. Et tu vois, j'ai encore du sang dans les veines. De grâce, Antonida Vassilevna. Pourquoi vous souhaitais-je du mal? Répondis-je gaiement, lorsque je recouvrais mes esprits. J'étais seulement surpris. Et comment ne pas s'étonner, c'est si inattendu. Qu'y a-t-il là qui t'étonne? Je suis monté en wagon et je suis parti. On y est très à l'aise. Il n'y a pas de chaos. Tu es allé te promener? Oui, j'ai fait un tour au casino. On est bien ici, dit la grand-mère, en regardant autour d'elle. Il fait chaud et les arbres sont magnifiques. C'est ce que j'aime. Les nôtres sont chez eux, le général. Oh, il est chez lui. Et ils sont tous là à cette heure-ci. Ah, ici aussi, ils remontent leur montre. Ils font des manières, ils donnent le ton. Ils ont une voiture, à ce qu'on m'a dit. Les seigneurs russes. Après avoir gaspillé leur fortune, ils ont filé à l'étranger. Praskovia est aussi avec eux? Oui, Paulina Alexandrovna est ici aussi. Et le petit français? Mais je les verrai tous moi-même. Alexis Ivanovitch, mène-moi chez le général. Et toi, tu es bien ici? Comme ça, Antonida Vassilevna. Toi, Potapitch, dis à ce lourdeau de garçon qu'on me donne un appartement confortable, agréable, au premier, et qu'on y porte tout de suite les bagages. Mais pourquoi se précipitent-ils tous pour me porter? Qu'ont-ils à s'empresser ainsi? Quelle servilité! Qui est avec toi? Me demanda-t-elle en se tournant encore vers moi. C'est monsieur Astley, répondis-je. Quel monsieur Astley? Un voyageur, un bon ami à moi. Il connaît aussi le général. Un Anglais. C'est pour cela qu'il me regarde fixement sans desserrer les dents. D'ailleurs, j'aime les Anglais. Eh bien, portez-moi en haut. Menez-moi tout de suite à leur appartement. Où sont-ils installés? On souleva la grand-mère de terre. J'avais pris les devants et montais le large escalier de l'hôtel. Notre cortège faisait sensation. Tous ceux que nous rencontrions s'arrêtaient et regardaient de tous leurs yeux.
Notre hôtel passe pour le plus beau, le plus cher et le plus aristocratique de la ville. Dans l'escalier, dans les corridors, on croise toujours de belles dames et des Anglais imposants. Beaucoup allèrent s'informer en bas auprès du maître d'hôtel qui, de son côté, était très impressionné. Il regardait naturellement, à tous ceux qui le questionnaient, que c'était une étrangère de marque, une Russe, une comtesse, grande dame, et qu'elle allait occuper l'appartement qu'avait habité 8 jours auparavant la grande-duchesse de N. C'était surtout les airs impérieux et dominateurs de la grand-mère trônant dans son fauteuil qui attiraient l'attention. Chaque fois qu'on croisait quelqu'un, elle le jaugeait aussitôt de son regard scrutateur et me posait à haute voix des questions sur tout le monde. La grand-mère avait un robuste tempérament, et quoiqu'elle ne quittât plus son fauteuil, on devinait, à la regarder, qu'elle était de très grande taille. Elle portait haut sa large tête aux cheveux blancs, aux traits épais et accentués. Elle vous regardait d'un air hautain et même provocateur. On voyait que son regard et ses gestes étaient tout à fait naturels. Malgré ses 75 ans, son visage était assez frais et ses dents n'étaient même pas trop abîmées. Elle portait une robe de soie et un bonnet blanc. Elle m'intéresse énormément, me murmura M. Astley en montant à côté de moi. Elle est au courant des télégrammes, pensai-je. Elle connaît des Grieux, mais semble ignorer encore Mademoiselle Blanche. J'en fis aussitôt part à M. Astley. J'avoue à ma honte que, dès que mon premier étonnement fut passé, je me réjouis excessivement du coup que nous allions porter à l'instant au général. Cela faisait sur moi l'effet d'un stimulant, et je marchais en avant, tout joyeux. Les nôtres avaient pris leur quartier, au 3e étage, sans prévenir ni même frapper. J'ouvris la porte à 2 battants, et la grand-mère fit une entrée triomphale. Ils étaient tous, comme par un fait exprès, réunis dans le cabinet du général. Il était midi, et ils projetaient, paraît-il, une excursion en commun, qui en calèche, qui à cheval. Il y avait aussi des invités, outre le général, Paulina. Les enfants et leurs bonnes se trouvaient dans le cabinet. Des Grieux, Mademoiselle Blanche, de nouveau en Amazone, sa mère, Madame Veuve de Comminges, le petit prince et un savant allemand que j'avais déjà vu une fois chez eux. On avança le fauteuil de la grand-mère au milieu du cabinet, à 3 pas du général. Grand Dieu, jamais je n'oublierai cette impression. Lors de notre entrée, le général racontait quelque chose et des Grieux le reprenaient. Il faut noter que Mademoiselle Blanche et des Grieux étaient depuis 2 ou 3 jours fort empressés auprès du petit prince, à la barbe du pauvre général, et la compagnie avait adopté un ton peut-être factice, mais enjoué, cordial et intime. À la vue de la grand-mère, le général demeura bouche bée et s'arrêta au milieu d'un mot. Il la fixait, les yeux exorbités, comme fasciné par la vue d'un basilic. La grand-mère le contemplait aussi sans mot dire, immobile. Mais de quel regard triomphant, provoquant et railleur. Il s'observait ainsi une dizaine de secondes dans un silence général. Des Grieux fut d'abord stupéfait, mais bientôt une inquiétude extrême apparut sur son visage. La demoiselle Blanche haussait les sourcils, la bouche entr'ouverte, et dévisageait la grand-mère d'un air stupide. Le prince et le savant contemplaient ce tableau, fort intrigués. Dans le regard de Paulina se lisait un étonnement et une perplexité extrême. Puis soudain, elle devint blanche comme un linge. Au bout d'un instant, le sang afflua à son visage et empourpra ses joues. Oui, c'était une catastrophe pour tout le monde. Je ne faisais que ne porter mes regards de la grand-mère à tous les assistants et inversement. M. Astley, selon son habitude, se tenait à l'écart, digne et calme. Eh bien, me voici. Je remplace le télégramme, éclata enfin la grand-mère, rompant le silence. Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas, Antonida Vassilevna, ma bonne tante? Par quel hasard, marmotta le malheureux général. Si la grand-mère avait gardé le silence quelques secondes de plus, il aurait peut-être eu une attaque.
Comment? Par quel hasard? Je suis monté en wagon et en route. À quoi servent les chemins de fer? Vous pensiez tous que j'allais sortir de chez moi, les pieds devant, et vous laisser l'héritage? Car je sais que tu as envoyé des télégrammes. Cela a dû coûter cher. D'ici, ce n'est pas bon marché. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, et me voici. Voilà le français, monsieur Desgrieux, je crois. Oui, madame, riposta Desgrieux. Et croyez que je suis si enchanté. Votre santé, c'est un miracle. Vous voir ici, une surprise charmante. Pour charmante, elle l'est. Je te connais, farceur, et je ne te crois même pas de ça. Et elle lui montra son petit doigt. Qui est cette personne? Reprit-elle en désignant mademoiselle Blanche. La Française, à l'allure tapageuse, en amazone, une cravache à la main, l'avait visiblement frappée. Elle est d'ici? C'est mademoiselle Blanche de Comminges, et voici sa mère madame de Comminges. Elles sont descendues dans cet hôtel, expliquai-je. Est-elle mariée? Demanda la vieille dame, sans façon. Non, c'est une demoiselle, répondis-je, le plus respectueusement que je pus, et en baissant intentionnellement la voix. Elle est gaie? Je ne comprenais pas la question. Est-ce qu'on ne s'ennuie pas avec elle? Sait-elle le russe? À Moscou, Desgrieux baragouinait quelques mots. Je lui expliquai que mademoiselle de Comminges n'était jamais allée en Russie. Bonjour, dit la grand-mère avec brusquerie, en s'adressant sans préambule à mademoiselle Blanche. Bonjour, madame, fit mademoiselle Blanche, en plongeant dans une révérence cérémonieuse et étudiée, et en laissant voir sous le couvert d'une extrême politesse, par toute l'expression de son visage et de sa personne, son étonnement d'une question et d'une conduite aussi étrange. Oh, elle baisse les yeux, elle fait des simagrées, on voit tout de suite à quel oiseau on a affaire, une actrice ou quelque chose de ce genre. Je suis descendue dans cet hôtel, je loge en bas, dit-elle en se tournant brusquement vers le général. Nous allons être voisins. En es-tu content ou non? Oh, ma tante, croyez à mes sincères sentiments de satisfaction, répliqua le général. Il s'était déjà ressaisi un peu comme, à l'occasion, il s'est trouvé les termes graves qui convenaient avec une certaine prétention à l'effet, il se mit à pérorer. Nous avons été si alarmés, si frappés par les nouvelles de votre indisposition. Nous recevions des télégrammes si désespérés et soudain, tu mens, l'interrompit sur le champ la grand-mère. Mais comment? L'interrompit à son tour le général en haussant le ton et en faisant semblant de n'avoir pas entendu. Comment vous êtes-vous résolu à un pareil voyage? Convenez-vous même qu'à votre âge et dans votre état de santé, du moins, tout ceci est si inattendu que notre étonnement est compréhensible. Mais je suis si content. Nous allons tous nous efforcer, ici, il se mit à sourire avec une expression de joie attendrie, de vous rendre votre séjour ici le plus agréable possible. Allons, assez, ce sont des bavardages inutiles. Tu dis tes sornettes selon ton habitude, je saurai bien moi-même comment passer le temps. D'ailleurs, je ne vous en veux pas, je ne suis pas rancunière. Tu me demandes comment je me suis décidé à entreprendre ce voyage? Mais de la façon la plus simple. Qu'ont-ils tous à s'étonner? Bonjour, Praskovia. Que fais-tu ici? Bonjour, grand-mère, dit Paulina en s'approchant. Y a-t-il longtemps que vous êtes en voyage? Au moins, voilà une question intelligente. Au lieu de tous ces oh et ces ah. Eh bien voilà, il y avait des éternités que j'étais au lit, que je me faisais soigner, alors j'ai renvoyé tous les médecins et j'ai fait venir le sacristain de Saint-Nicolas. Il a déjà guéri une bonne femme de la même maladie avec du poussier de foin. Moi aussi, m'a soulagé. Le surlendemain, j'ai transpiré de partout et je me suis levé. Alors, mes Allemands se sont concertés de nouveau, ont mis leurs lunettes et ont délibéré. Si vous alliez maintenant faire une cure d'eau à l'étranger, m'ont-ils dit, l'obstruction disparaîtrait complètement. Pourquoi pas, ai-je pensé. Les dours agiguines ont poussé des hauts cris. C'est une folie d'aller jusque là-bas. Allons donc. En 24 heures, mes paquets étaient faits. Et, la semaine dernière, j'ai pris une femme de chambre et Potapitch, puis Fédor, que j'ai renvoyé à Berlin, car j'ai vu que je n'avais pas du tout besoin de lui et que j'aurais plutôt
pu tout aussi bien voyager seul, j'ai retenu un compartiment spécial. Il y a des porteurs à toutes les stations qui, pour 20 kopecks, vous mènent où vous voulez. Vous en avez un bel appartement, conclut-elle en regardant autour d'elle. Où prends-tu l'argent, mon cher? Tu as tout hypothéqué, si je ne me trompe. Rien qu'à ce petit Français, tu dois tout un tas d'argent. Je sais tout, ne t'en déplaise, tout. Ma tante, commença le général, au comble de la confusion, je suis surpris. Il me semble que je peux, sans le contrôle de personne, du reste. Mes dépenses n'excèdent pas mes moyens, et ici, nous n'excèdent pas tes moyens. Tu as de l'audace. Alors, tu as dépouillé tes enfants de leurs derniers sous, toi, leur tuteur? Après ceci, après de telles paroles, reprit le général indigné, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Je suppose que tu ne quittes pas la roulette, tu es sur la paille. Le général fut si atterré qu'il faillit suffoquer sous l'afflux de l'émotion. À la roulette, moi, un homme de mon importance? Remettez-vous, ma tante, vous n'êtes pas encore bien rétablie. Mensonge que tout cela. Je parie qu'on ne peut pas t'en arracher. Tu ne fais que radoter. J'irai voir aujourd'hui même ce que c'est que cette roulette. Praskovia, raconte-moi ce qu'il y a à voir ici. Alexis Ivanovitch m'y conduira. Toi, Potapitch, prends la liste de tous les endroits à visiter. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Répéta-t-elle en se tournant vers Paulina. Dans les environs, il y a les ruines d'un château, puis le Schlangenberg. Qu'est-ce que le Schlangenberg? Un bois? Non, c'est une montagne. Il y a là-bas une pointe. Quelle pointe? L'endroit le plus élevé de la montagne. On l'a entouré d'une haie. La vue y est incomparable. Il faudrait monter mon fauteuil là-haut? Est-ce que cela sera possible? Oh, on peut trouver des porteurs, répondis-je. À ce moment, Fédosia, la bonne, vint saluer la grand-mère. Elle lui amenait les enfants du général. Ah, pas d'embrassade. Je n'aime pas embrasser les enfants. Ils sont tout morveux. Comment te trouves-tu ici, Fédosia? Ici, on est très bien, ma bonne dame, Antonida Vassilevna, répondit Fédosia. Et vous, comment cela va-t-il, ma chère? Nous nous sommes bien tourmentés à votre sujet. Je sais, toi au moins, tu es une âme simple. Tous ces gens sont vos invités? Dit-elle en s'adressant de nouveau à Paulina. Qu'est-ce ce maigrichon à lunettes? Le prince Nilski. Grand-mère, lui dit Paulina à voix basse. Ah, un russe? Moi qui croyais qu'il ne comprenait pas. Il n'a peut-être pas entendu. J'ai déjà vu monsieur Astley, mais le voici de nouveau, fit la grand-mère en l'apercevant. Bonjour, lui dit-elle, à brûle-pourpoint. Monsieur Astley s'inclina sans mot dire. Allons, qu'allez-vous me dire d'agréable? Dites quelque chose. Traduis cela, Paulina. Paulina traduisit. Je vous dirai que je vous regarde avec grand plaisir et que je suis heureux que vous soyez en bonne santé, répondit monsieur Astley d'un ton sérieux mais avec un extrême empressement. On traduisit ces paroles à la grand-mère et elles lui plurent visiblement. Comme ces Anglais ont réponse toujours à tout, fit-elle. Je ne sais pourquoi, j'ai toujours aimé les Anglais. Il n'y a pas de comparaison avec les Français. Venez me voir, dit-elle encore à monsieur Astley. Je tâcherai de ne pas trop vous ennuyer. Traduis cela et dis-lui que j'habite ici au premier étage. Au premier étage, vous entendez? En bas, répéta-t-elle à monsieur Astley en lui montrant le plancher du doigt. La vieille dame enveloppa Paulina des pieds à la tête d'un regard attentif et satisfait. Je t'aimerais bien, Praskovia, lui dit-elle tout à coup. Tu es une brave fille, la meilleure de tous, mais tu as un de ces caractères. Moi aussi, d'ailleurs. Tourne-toi un peu. Ce ne sont pas des faux cheveux que tu as là. Non, grand-mère, ce sont les miens. Heureusement, j'ai horreur de cette mode stupide. Tu es très jolie. Je serais amoureuse de toi si j'étais un jeune homme. Pourquoi ne te maries-tu pas? Mais il est temps que je m'en aille. J'ai envie de me promener. Après tout ce temps passé en wagon, eh bien, tu es toujours fâché, dit-elle au général. De grâce, ma tante, cessez, reprit le général, rasséréné. Je comprends à votre âge. Cette vieille est tombée en enfance, me murmura Desgrieux. Je veux tout voir ici. Tu me cèdes Alexis Ivanovitch? Demanda la grand-mère au général.
Oh, tant que vous voudrez, mais moi-même, et Paulina, et monsieur Desgrieux, nous nous ferions tous un plaisir de vous accompagner. Mais, madame, cela sera un plaisir, glissa Desgrieux avec un sourire enjôleur. Un plaisir. Tu me fais rire, mon cher. D'ailleurs, je ne te donnerai pas d'argent, ajouta-t-elle soudain en s'adressant au général. Qu'on me mène à mon appartement. Je vais y jeter un coup d'œil et ensuite nous irons partout. Transportez-moi. On souleva de nouveau la grand-mère et nous descendîmes tous l'escalier en procession derrière son fauteuil. Le général marchait comme étourdi par un coup de gourdin. Desgrieux réfléchissait. Mademoiselle Blanche voulut d'abord rester, puis jugea préférable de nous suivre. Le prince venait sur ses talons. Il ne resta plus que l'Allemand et madame veuve de Comminges dans l'appartement du général. C'est la fin de ce chapitre 9.